Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors on a une épidémie qui pour l'instant en tout cas semble reculer en France et un gouvernement qui dit envisager, peut-être pourquoi pas, on le saura peut-être mercredi, un pass sanitaire à l'échelle locale. Vous dites quoi? Vous dites pourquoi pas banco, il faut relâcher un peu les restrictions sanitaires. On sait qu'on a un tiers des départements, on a moins de 50 cas pour 100 000 habitants. Il est clair que si du point de vue sanitaire, on est en capacité de se préserver de cette pandémie, donc tout un chacun en évitant toutes les restrictions qui ont été mises en place, levées, réinstaurées, avec des nouvelles modalités telles que le pass sanitaire, si on peut s'en passer le plus vite, on pourra s'en passer, le mieux ce sera pour tout un chacun. Bien évidemment, et pour les salariés en particulier. Vous êtes favorable à un allègement des restrictions sanitaires, encore une fois, au regard de cette moindre tension hospitalière qu'on a spontanément, du nombre de contaminations également, ou certains diront qu'il est encore trop tôt peut-être pour relâcher l'effort sanitaire? Vous savez, depuis le début, j'essaye de faire passer le message que toutes les paroles ne se valent pas sur tous les sujets. Je ne considère pas, moi, être un expert en matière épidémiologique. Donc, moi, je me fie à ce que les autorités scientifiques, médicales, disent en la matière. Et évidemment, je suis attaché, comme tout un chacun, à ce qu'on évite toute restriction liée aux contraintes liées à la situation sanitaire. Mais ça dépend de la situation sanitaire proprement dite. Donc, dès que la situation sanitaire le permet, nous nous demandons à ce qu'on rétablisse immédiatement, évidemment, toutes les libertés d'aller et venir, de se réunir, parce que ça fait partie des libertés démocratiques, de la vie en société dans une démocratie. De se réunir et de manifester quand il le faut. Parce que du point de vue syndical, on a besoin de pouvoir se réunir, manifester. Vous avez le sentiment d'avoir été bâillonné entre guillemets, je mets bâillonné entre guillemets encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de... Non, bâillonné de fait, parce que quand on ne peut pas aller rencontrer les salariés, parce qu'il y avait le confinement, le rester chez soi, quand on ne peut pas se réunir dans des conditions satisfaisantes, quand on ne peut pas rencontrer nos interlocuteurs, chefs d'entreprise, pouvoirs publics, de façon normale, on empiète sur la qualité de ce qu'on appelle le dialogue social, incontestablement. Donc, oui, ça a marqué un frein, une entrave à un rôle effectif et efficace de l'action syndicale, incontestablement. C'est pour ça que le plus vite on peut rétablir les libertés, évidemment, le mieux c'est. Encore une fois, la question, elle est celle de la santé et celle des libertés. Liberté aussi de dire au gouvernement, vous n'êtes pas d'accord notamment avec ce projet de décret qui vous a été envoyé, je crois que c'est jeudi dernier, qui ouvre la voie, enfin le projet de décret, à partir du 1er octobre, Yves Verrier, à un durcissement, on l'a évoqué ici, de la règle de calcul des allocations des demandeurs d'emploi. Vous confirmez, vous allez attaquer de nouveau devant le Conseil d'État. Et quand allez-vous déposer un recours? Alors, on est en train d'examiner. L'objectif est d'être en situation de parvenir à se faire entendre à nouveau. On avait... vous y réfléchissez ou c'est acté, vous allez attaquer? On travaille dessus. Voilà, on travaille dessus pour voir quelle formulation, comment, quel est... Mais vous déposerez un nouveau recours, ça c'est sûr, c'est une certitude. Oui, dès qu'on peut et de la manière qu'on pourra et qu'on peut, on va faire en sorte d'empêcher que cette réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Nous l'avons dit depuis le début, depuis juin 2019, lorsque cette réforme est arrivée, les 5 confédérations y sont opposées. Je rappelle quand même qu'il serait bienvenu qu'on évite d'aller devant le Conseil d'État. Pourquoi? Parce que ce gouvernement qui se dit attaché au dialogue social, les 5 confédérations qui sont autour de la table de la négociation de l'assurance chômage depuis les origines disent non. Donc la moindre des choses serait qu'on nous écoute, qu'on nous entende. On sait de quoi nous parlons quand nous parlons d'assurance chômage. Il faut être à l'origine de l'assurance chômage. Donc j'aimerais bien qu'on nous écoute. Maintenant, si on ne veut pas nous écouter, eh bien, vous l'avez mentionné, on va manifester, on appelle à la grève le 5 octobre, notamment sur ce sujet. On verra où on en est à ce moment-là sur l'assurance chômage. Entre-temps, on va regarder du côté du Conseil d'État comment on peut à nouveau... Je rappelle que le recours sur le fond, il est toujours en cours d'examen. Exactement. Mais le Conseil d'État avait retoqué cet été cette nouvelle règle de calcul de l'indemnité, encore une fois, pour cause d'incertitudes économiques. Sauf qu'entre-temps, les clignotants du marché de l'emploi, et vous le suivez aussi évidemment, vous les suivez, sont passés quand même au vert. On est à 100 000 emplois de plus
qu'avant crise. Le contexte a changé quand même aujourd'hui, non? Le contexte Il est plus change, favorable, mais on a quand même un niveau de demandeurs d'emploi qui reste record, même si ça a baissé un petit peu. On voit bien qu'il y a de la bascule, c'est ce qui a baissé beaucoup, c'est les demandeurs d'emploi sans activité aucune. Ça bascule vers les demandeurs d'emploi en activité. Alors ça baisse un petit peu aussi, mais ça bascule beaucoup vers les dispositifs de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des effets de vases communicants qui ne permettent pas d'être sûr qu'on est sur une trajectoire pérenne en termes d'amélioration de l'emploi et de la qualité de l'emploi. Cette baisse du taux de chômage est en trompe-l'œil? Je ne dis pas qu'elle est en trompe-l'œil, je dis qu'il y a des effets qui sont liés aux dispositifs qui ont été mis en place, à juste titre d'ailleurs, en matière de formation, d'emploi des jeunes, d'aide à l'embauche des jeunes, qui ont été subventionnés par de l'aide publique, qui font qu'on masque une partie peut-être, je parle en pérenne, de manière structurelle, parce que c'est ça qui est important. La réforme de l'assurance chômage, si elle entre en vigueur là, maintenant, elle va pénaliser les demandeurs d'emploi les plus précaires, ceux qui subissent des rotations de contrats courts, ils ne les choisissent pas, ils les subissent. On parle de la permittance, c'est là. pérenne, ça. Oui, exactement. Parce que c'est compliqué. Peut-être qu'on devrait déjà rappeler, Yves Verrier, ces nouvelles règles. Si elles doivent s'appliquer au 1er octobre, c'est une baisse de l'indemnité de 30% au bout de 6 mois. Oui. C'est ça, je sais vous l'expert là pour le coup, c'est ça. Alors, l'UNEDIC évalue à un peu plus d'1 million de demandeurs d'emploi qui seraient pénalisés, avec une baisse moyenne de l'allocation chômage de 17%. Il faut avoir en tête que l'allocation moyenne de chômage... Non, c'est immédiat. En fait, vous refaites un calcul de l'allocation. Au lieu de ne compter que les jours de travail pour calculer l'allocation, vous comptez l'ensemble de la durée, sauf que ce sont des salariés justement qui ont enchaîné les contrats courts avec des périodes sans emploi et des périodes en emploi. C'est pour mettre un terme justement à ces enchaînements. Oui, mais ça, ce n'est pas le salarié qui en décide. Oui, là, la condition, elle est celle de limiter les abus de contrats courts. Or, l'autre aspect de la réforme de l'assurance chômage, qui est celui du bonus-malus, qui est censé Elisabeth Borne nous a dit qu'il y a des surcotisations pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Sauf que ça n'entrera en vigueur qu'au mois de septembre 2022. Entre-temps, il y aura eu une élection présidentielle. Donc on met tout de suite le bâton sur les demandeurs d'emploi. 1 million de demandeurs d'emploi qui auront une baisse qui seront immédiate pénalisés en moyenne de 17% de leur allocation. Bien. Donc ça n'est pas acceptable. Et ce que le Conseil d'État a suspendu, le gouvernement dit qu'il a fait de l'économie. Non, le Conseil d'État conteste ce que nous avions mis en avant, c'est qu'on fasse à l'envers. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui subissent les contrats courts et on ne agit pas justement sur l'abus de contrats courts. On agira éventuellement et que partiellement selon nous à partir de septembre 2022. Pendant ce temps-là, on met en place un système qui va pénaliser les demandeurs d'emploi les plus précaires. Est-ce que c'est vrai ou pas? On entend souvent ça dans le débat, qu'avec les règles actuelles, on peut gagner plus sans travailler. On ne gagne pas plus sans travailler, puisque le calcul que fait le gouvernement, ce sont justement ces périodes avec emploi et ces périodes sans emploi. Donc on ne gagne pas plus sans travailler, c'est faux cela, c'est faux. C'est quand vous faites une moyenne sur une période plus longue avec des périodes de travail et des périodes sans emploi, évidemment, si vous ramenez ça à cette période-là, vous allez avoir l'impression que sur tel jour, vous gagnez plus. Mais sur l'ensemble de la période, non. Ouais. Pourtant, Jean Castex, Premier ministre, en est convaincu. Il dit que ce nouveau mode de calcul, il est, je le cite, absolument indispensable pour répondre aux difficultés de recrutement. Un chef d'entreprise sur deux parle de problème de recrutement en France. Oui, alors le gouvernement, le problème, c'est qu'il a un discours paradoxal. À certains moments, il nous dit, le ministre de l'économie et des finances, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il incite les entreprises à augmenter les salaires, notamment les bas salaires, pour des raisons d'attractivité des emplois, parce qu'on s'aperçoit enfin que les métiers en tension, pour beaucoup, on ne trouve pas preneur parce que les salaires, ce n'est pas au niveau, et les conditions d'emploi, c'est-à-dire c'est des contrats précaires, évidemment, ne sont pas attractives. Donc il nous dit cela, et en même temps, il nous le dit, maintenant, pour remplir ces emplois, on va baisser l'allocation chômage, en quelque sorte, pour contraindre, par la contrainte sur le pouvoir d'achat, à accepter des emplois de mauvaise qualité. Donc il y a un discours qui est contradictoire là. Et je le redis, la question de l'emploi, de la qualité de l'emploi, elle est centrale. C'est la réponse sur l'assurance chômage, comme c'est la réponse d'ailleurs sur le droit à la retraite et l'équilibre des finances, des systèmes de retraite. Mais le gouvernement passe en force. Le gouvernement passe en force parce qu'il y a un côté démagogique. Le président de la République veut
Rappelez-vous, hein, dans son programme présidentiel en 2017, il y avait deux réformes, la mère des réformes des retraites, qui s'appuyaient sur la réforme de l'assurance chômage. Vous avez été entendu là-dessus. Où il dit on va mettre la main, l'État va maintenant piloter en lieu et place des organisations syndicales et des organisations patronales. Eh bien, c'est une erreur, c'est une grave erreur. On a été entendu sur les retraites, mais ça n'a pas été faute. Un, de devoir s'expliquer longuement et précisément. Deux, parce que nous n'étions pas suffisamment entendus quand on s'expliquait longuement et précisément, d'avoir recours à une mobilisation large des salariés. Entre-temps, il y a eu la pandémie, le gouvernement n'a pas pu aller au bout ou passer en force, parce qu'il a tenté de passer en force. Il ne faut pas oublier, le 29 février 2020, le recours au 49.3, alors que la crise sanitaire démarrait. Bien, le président de la République nous a dit, tant que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée et la reprise de l'activité stabilisée, on ne fera pas revenir la réforme des retraites telle que prévue. Jusqu'en 2022, par contre, rien n'est exclu. Moi, je reste sur mes gardes. Hein. J'ai entendu les allers-retours des uns et des autres du côté de la majorité du gouvernement. Vous restez méfiant sur une entrée partielle, éventuellement, de la réforme des retraites. On nous ressort l'idée des régimes spéciaux, par exemple. Moi, je dis attention, quelles que seraient il semble avoir dit non, les modalités. Oui, mais moi, je pense que le 5 octobre, il faut mettre en garde à la fois ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et celles et ceux qui aspirent à nous gouverner demain sur ce sujet. Nous sommes opposés au fait que la solution aux difficultés qu'on rencontre passe par obliger ceux qui ont encore un boulot au moment de faire valoir leur retraite doivent travailler plus longtemps. Ce serait une erreur. Elisabeth Borne qui disait ce week-end que toutes les branches qui ont des minima de branche en dessous du SMIC doivent revaloriser les salaires. Vous abondez dans son sens, évidemment. Bien sûr, mais ça fait plusieurs années déjà qu'on avait enclenché un processus qui nous permettait de faire en sorte d'activer les négociations dans ces branches pour relever les minima de branche. Et pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas alors? On avait réussi à faire progresser la situation dans pas mal de secteurs, mais dès que le SMIC réaugmente, comme par exemple il va augmenter pas assez selon nous au mois d'octobre, puisqu'on a un simple rattrapage du pouvoir d'achat avec les 2,2%, mais dès que le SMIC augmente, vous rattrapez les plus bas coefficients dans les grilles de salaire. Et là, il faut enclencher les négos de salaire dans les branches. Et là, le 5 octobre, il est dirigé aussi vers les employeurs. Si le bonus-malus sur les contrats courts était mis en œuvre là tout de suite, qu'il n'y ait pas ce séquençage, aujourd'hui l'effort pour les salariés et puis pour la taxation des contrats et les modulations des cotisations décalées d'un an, ça serait acceptable pour vous dans la négo? Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on remette en cause le droit à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Je rappelle quand même que la moyenne de l'indemnisation, c'est autour de 800 € mensuels, quand vous avez un mois à travailler. Bien. Parce que pour le gouvernement, l'idée, c'est quand même... Quand vous baissez de 17%, les fins de mois, elles sont compliquées. Surtout à un moment, il y a de l'inflation en France. Surtout à un moment, il y a de l'inflation en France, en plus. Oui, mais si on met en... Oui, exactement. Mais si on met en place dans le même temps... Enfin, si on met en place le bonus-malus, qu'on réussit à limiter les contrats courts, à réduire les abus, à stopper les abus. Ça résout une partie de l'équation. Ça résout l'équation sans avoir à pénaliser les demandeurs d'emploi, parce que vous aurez rééquilibré les finances de l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage, c'est un dispositif qu'on dit, moi je ne suis pas spécialiste, mais contracyclique, bénéficiaire quand l'emploi est là et qu'il est de qualité, évidemment déficitaire ou dépensier quand l'emploi est en mauvaise situation. La philosophie derrière cette réforme de l'assurance chômage et de ce nouveau calcul des indemnités, c'est de se dire qu'une baisse des droits va pousser des gens à reprendre un boulot. C'est ça, c'était pas dit d'ailleurs par le gouvernement de manière aussi abrupte. Une baisse des droits va pousser les gens à reprendre un mauvais boulot, mal payé. C'est ça la philosophie du gouvernement. Avec de mauvaises conditions d'emploi et de mauvaises conditions de travail. C'est-à-dire va obliger à enchaîner parfois des mini-contrats courts, parce que vous n'aurez pas d'autre choix pour arriver aux fins de mois que d'accepter des mini-contrats courts que vous proposeront ou continueront de vous proposer les entreprises. Donc c'est un peu... On va taxer plus les contrats courts oui. Quand Septembre 2022, pas avant. Entre-temps, qui sera là? Qui assurera la poursuite de ce dispositif? Et encore une fois, nous avions fait une proposition de taxation des contrats courts qui était plus large, transversale, et non pas limitée à certains secteurs. Parce que le dispositif du gouvernement est limité à certains secteurs d'activité. Ceux qui abusent de cette permittance, évidemment. Nous avions identifié qu'il y avait des abus qui étaient de la part d'entreprises
dans la plupart des secteurs. Dans la plupart des secteurs. Il n'y a pas que le secteur des hôtels, cafés, restaurants ou du bâtiment, par exemple. Il y en a d'autres. Et il nous paraissait plus judicieux de taxer de manière transverse plutôt que de stigmatiser tel ou tel secteur. Tout le monde, toutes les entreprises en mauvais comportement étaient pénalisées et globalement, c'était beaucoup plus efficace en termes à la fois d'économie pour le système de l'assurance chômage et évidemment de limite des contrats courts. Il y a des secteurs divers et variés qui abusent et enchaînent les contrats courts, voire les CDD d'usage dans certains secteurs où la réglementation voudrait qu'ils ne soient pas autorisés. Bon, un mot aussi, puisqu'on voyait tout à l'heure la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a annoncé ce week-end un plan inédit pour les chômeurs de longue durée, en finançant les entreprises qui formeront justement plusieurs mois ces demandeurs d'emploi. On dit que c'est utile, évidemment, quand on sait que la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. En même temps, j'ai le sentiment qu'on a déjà entendu 1000 fois des plans pour former les chômeurs de longue durée. Oui, alors évidemment, c'est nécessaire. Nous, ça fait un moment que nous disons ça. On parlait des retraites. Moi, depuis le début, je dis commençons par résoudre le problème de l'accès à l'emploi des jeunes, un emploi pérenne à temps plein, les emplois confinés au SMIC, à temps partiel, et l'emploi des seniors, et en particulier, parce que ce sont souvent aussi des seniors qui subissent le chômage de longue durée. Et d'ailleurs, on a vu l'allongement du chômage de longue durée, sans doute comme effet de vase communicant pour partie des dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter l'embauche de jeunes à coût d'aide publique. Bon. Et du coup, on voit que des chômeurs de longue durée se retrouvent plus longtemps encore au chômage. Donc, il faut agir sur ce créneau-là, bien évidemment. Ce que je pense utile, ce serait que la ministre du Travail, avant d'annoncer dans les médias, consulte les organisations syndicales sur quel type de dispositif mettre en œuvre. Vous n'en savez pas plus que ça ? Nous n'en savons pas plus que ça à ce stade. Donc ça, je trouve quand même que c'est problématique. Bon, j'espère qu'on n'entre pas dans une période où les promesses vont fleurir de la part des divers candidats à une élection présidentielle sans lendemain. Donc c'est pour ça que le 5 octobre, encore une fois, moi j'appelle à ce qu'on réussisse cette mobilisation parce qu'il faut que le signal soit entendu. FO et de concert aujourd'hui et pour demain. Elle sera de concert notamment avec la Confédération CGT. Bon, on aura dans les prochains jours d'ailleurs Philippe Martinez qui viendra nous voir. On termine juste là-dessus, Yves Verrier. Le président a présenté jeudi un plan en faveur des indépendants. Ils sont 3 millions en France, avec une protection accrue de leur patrimoine, de leurs biens personnels, parce qu'on pouvait venir, pas leur maison, mais saisir tous leurs biens. Un meilleur accès à une assurance chômage, c'est un peu plus compliqué, c'est pas la même assurance évidemment que pour les salariés. Si, ils sont rentrés dans l'UNEDIC justement. Alors c'est ça, c'est ma question. Maintenant, ils sont totalement rentrés dans l'UNEDIC. Ils sont rentrés dans l'UNEDIC, le problème c'est comment on finance. Enfin, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est les salariés qui cotisent, la CSG maintenant, et les employeurs. Donc les indépendants, il y a un problème. Bon, donc c'est très bien. Et les démarches aussi avec l'URSSAF. Bref, est-ce que tout ça va dans le bon sens ? Rien à redire ou ce qu'il y a à redire, c'est qu'encore une fois, il serait bien. On voit bien que le président de la République maintenant décide pour tout le monde. Ça, c'est un des reproches que je fais au gouvernement et à cette philosophie qui veut mettre de côté les interlocuteurs sociaux, notamment sur les dispositifs de protection sociale. Donc, que l'on fasse venir les indépendants comme bénéficiaires de l'assurance chômage, très bien. À l'époque, quand on a mis en place la protection sociale, la sécurité sociale, et puis plus tard l'assurance chômage, les indépendants, les commerçants, les agriculteurs n'ont pas voulu rentrer dans le système généralisé. Bien. Du coup, c'est le système salarié qui a compensé les déficits démographiques de ces secteurs. Aujourd'hui, on fait rentrer les indépendants. Très bien, il faut effectivement, parce que les travailleurs indépendants, et on a une grosse inquiétude, nous, c'est qu'on tente à élargir le champ du travail indépendant, notamment avec le secteur des plateformes, chauffeurs, livreurs, et ça, c'est une grosse inquiétude pour nous, parce que nous voyons bien qu'il pourrait y avoir des velléités de transformer le contrat de travail dans d'autres secteurs d'activité, de passer d'un contrat salarié à un contrat de prestataire indépendant, avec toute la précarité que ça induit. Donc effectivement, il faut agir pour éviter, limiter les déficiences de ce statut d'indépendant pour les travailleurs concernés. Il est bien ce plan, pour finir là-dessus, il est bien ou pas ce plan ? Mais alors, il y a toute une série de dispositions sur lesquelles ça a été discuté directement avec même si vous n'avez pas été consulté, les artisans, etc. Donc là-dessus, c'est de leur
compétences. Et j'imagine que si la consultation a eu lieu, les dispositions vont dans le bon sens. Ce qui m'interroge, moi, c'est quels sont les moyens de financement, surtout du point de vue de l'assurance chômage. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci à vous.